Schleiermacher à la lumière de Hegel. À la lecture du programme de l'éthique de Schleiermacher, on est d'emblée frappé par la parenté avec les nombreuses odyssées de la conscience et de l'esprit que connut ce début du XIXe siècle. À titre d'exemple, prenons la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qui paraîtra peu après. Hegel écrivait que la phénoménologie est la présentation du savoir en son devenir, ou le devenir de la science en général. Ce qui revient à dire qu'il s'agit, et la formule est proche de la lettre de Schleiermacher, de l'exposition du savoir dans son apparition phénoménale. La méthode de la science de l'expérience de la conscience n'est autre que le mode de présentation historique de la manifestation ou du devenir de l'esprit. Ce rapprochement, aussi rapide fût-il, n'en est pas moins saisissant et doit inciter à quelque prudence lorsqu'on réduit Schleiermacher à n'être qu'un philosophe du sentiment, notion par ailleurs redoutable, et que nous devons préciser. L'animalité à laquelle ce sentiment réduirait l'homme a suscité les sarcasmes de Hegel. Il devait marquer des générations de penseurs, à l'époque de la parution de la doctrine de la foi en 1822. La préface à la philosophie de la religion de Heinrich contient le passage connu « Le divin n'est que dans et pour l'esprit ». Si le sentiment devait être la détermination fondamentale de l'essence de l'homme, alors il serait mis à égalité avec l'animal, car le propre de l'animal est d'avoir sa détermination dans le sentiment et de vivre conformément à ce sentiment. Si en l'homme la religion ne se fonde que sur un sentiment, alors elle n'a effectivement pas d'autre destination que d'être le sentiment de sa dépendance. Et le chien serait ainsi le meilleur des chrétiens, car c'est lui qui le porte le plus intensément en lui et vit principalement dans ce sentiment. Saisissons l'occasion pour marquer la mauvaise foi du process qui se manifeste dans l'imprécision philologique de Hegel. Schleiermacher parle en matière de religion du sentiment général de la dépendance, du procès qui se manifeste. Cette dépendance absolue n'étant point la simple dépendance d'une chose déterminée, mais la pure et simple dépendance qui n'est rattachée à aucun objet particulier. Il y a bien sûr quelques paradoxes à dire de la dépendance qu'elle est absolue. En tant que dépendance, on ne voit pas comment elle peut être à partir d'elle-même. Toute dépendance n'est-elle pas dépendance de quelque chose? Mais comme pure et simple dépendance, elle est une structure générale de renvoi. Aussi valait-il mieux aller contre une traduction canonique et rendre la Schlechtinige Abhängigkeit non pas par dépendance absolue, mais par dépendance pure et simple, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. S'il s'agit de la part de Hegel d'une méconnaissance de la philosophie de Schleiermacher, une réduction à quelques principes de la dogmatique, réduit à des formules tronquées, la méconnaissance est réciproque. On sait que Schleiermacher tarde toujours à lire Hegel, même s'il a dû prendre assez tôt connaissance des contributions au Kritisches Journal der Philosophie de Schelling et Hegel. Dans ce journal critique de la philosophie se trouve l'article Foi et savoir, ou la philosophie de la réflexion, de la subjectivité, dans l'intégralité de ses formes, comme philosophie de Kant, de Jacobi et de Fichte, qui consacre quelques pages à Schleiermacher, en le plaçant fort justement aux côtés de Jacobi. Il est vrai que Hegel a alors sous les yeux les discours sur la religion, et non la doctrine de la foi. Mais l'identité de programme de la plupart des idéalistes post-kantiens ne doit pas nous abuser sur la divergence réelle quant aux solutions. La comparaison avec Hegel est ici édifiante. Comme Schleiermacher, Hegel demeure fidèle à l'idée ancienne, selon laquelle même chose sont l'être et le penser. L'effectivité n'est alors donnée que lorsqu'elle est pensée, un savoir, une réalité intégrée dans une conscience. Ce qui n'est en rien parvenu à la conscience. Ce qui n'est pas su, ne serait-ce que sous une forme obscure, ne peut pas être dit effectif. Si une chose échappant au savoir était effective, on aurait tendance à créer des fictions. Et la proposition sur l'identité de la pensée et de l'être n'est pas une fiction, puisqu'elle affirme que l'effectivité est fondée par-delà le sujet, l'être étant constitutif de la pensée. La philosophie spéculative saisit enfin que l'identité, la totalité, l'absoluité véritable ne peut être que l'identité, qui inclut en elle toute différence, y compris celle de l'être pensé et de la pensée de l'être. L'effectivité est donc toujours l'effectivité recueillie dans un savoir.
Cette identité, qui est identité de l'identité et de la non-identité, est développée de manière systématique et conséquente par égale, qui cherche à montrer que la visée de la pensée en soi doit déjà être la cause antérieure de ce qui nous pousse à penser. Savoir ce qu'est l'effectivité en soi est la finalité de la connaissance, mais en tant qu'origine de la pensée finie, elle est en revanche insaisissable dans l'immédiat. Comme origine de la pensée, l'effectivité, sous quelque forme qu'elle soit par ailleurs médiatisée, doit en elle-même être esprit, car une effectivité hétérogène à l'esprit ne pourrait jamais être comprise par ce dernier. Il ne saurait alors y avoir de science de l'effectivité. De fait, l'effectivité n'est intégrée dans la science que sous un mode fini. La pensée finie est donc mise en mouvement par un esprit qui lui préexiste, et c'est à lui qu'elle retourne dans la connaissance tout en restant, en raison de sa propre finitude, à distance de cet esprit. La pensée finie donne ainsi lieu à un cercle, à des cercles, puisqu'il y a plusieurs manières d'accomplir la circumnavigation de l'absolu. Le cercle complet étant la science comme cercle de cercles. L'esprit est ainsi coupé de la finitude tout en la constituant, ou plutôt en assurant son mouvement, est absolu, ou l'absolu, avec un grand A majuscule. En tant que tel, l'esprit absolu est le sujet de la pensée finie, et la connaissance est comprise dans son auto-mouvement. Dans la pensée finie, l'absolu est immédiatement donné sous la forme de la négativité. Dans l'activité de la pensée finie, dans le jugement, c'est en vérité l'absolu qui est à l'œuvre. En cela, Hegel est proche de Fichte. L'absolu de l'un est comparable à la nécessité originelle, inconditionnelle et formelle de l'esprit chez l'autre. Chez Hegel aussi, l'acte de l'absolu à la structure de l'auto-réflexion, comme le Ich bin ich, et s'accomplit dans le mouvement circulaire, consistant à sortir de soi pour revenir à soi dans soi. L'esprit absolu est aussi bien l'identité étant éternellement en soi que celle qui rentre et qui est rentrée en elle-même, écrit-il. L'esprit fini est l'esprit qui est sorti de soi, qui en soi est absolument. Il est absolument même, qui s'est altéré par rapport à son être, en soi intemporel, qui en relation avec lui-même est devenu pour soi. Ce devenir autre, ou cette aliénation, cette sortie de l'en-soi de l'absolu, est le devenir réel de l'esprit. La réalité, qui n'est pas l'effectivité et l'immédiateté de la conscience finie, c'est-à-dire cette affection immédiate par la nature, l'inconscient, ou ce qui n'est pas encore élevé dans le savoir. Dans l'esprit fini, dans l'homme, dans l'histoire, l'absolu n'est donc pas encore, comme il est en soi, ou son en soi, et en tant que tel nié. C'est en cela qu'il est négatif, cette pure négativité de l'absolu, devenu pour soi ayant pour activité la suppression, ou Aufhebung de l'inconscience naturelle. Ce qui n'est pas encore du ressort de la conscience doit se transformer en savoir pour devenir, à titre d'élément ou de moment constitutif, esprit. C'est là le sens qui peut être interprété dans une perspective théologique ou dans une perspective épistémologique de l'aliénation de l'absolu. La nature doit devenir esprit. Cet impératif est celui qui dirige tant l'éthique de Schleiermacher que la réflexion des jeunes hegeliens. Ce processus d'effectuation est accompli par l'intégrale relève ou sursomption de la nature dans l'esprit par la pensée. Lorsque tout a été pensé, lorsque tout est devenu esprit, l'esprit est revenu à lui. Le retour en soi de l'esprit absolu à partir de son aliénation, de son pour soi et l'être, en et pour soi, ou le savoir absolu. C'est ainsi qu'à travers l'historicité, l'esprit mu par la négativité finit par se nier lui-même et se supprime dans la négation de la négation. Il se sait alors lui-même dans la réflexion intemporelle des étapes au moyen desquelles il est parvenu au savoir de l'absolu en soi, ce dont témoigne la fin de la phénoménologie de l'esprit. Il en résulte que l'esprit historique et fini doit avoir la même structure que l'esprit absolu dont il est l'image. L'individu ou l'homme ne se réalise donc qu'à travers une rigoureuse autoréflexion rationnelle de l'esprit fini individuel. Dans la conscience de chaque individu historique, comme aliénation de l'absolu, le retour à soi de l'absolu est nécessaire. Ce qui n'est pas vrai de l'absolu lui-même, puisqu'intemporellement il est de toute éternité, toujours déjà auprès de soi. En dépit d'une indéniable parenté avec la pensée de Schleiermacher, cette approche hegelienne diffère sur un point capital. Pour Schleiermacher, le savoir absolu est inaccessible. Sa philosophie est une philosophie du sujet fini,
Tout dépassement ne peut s'opérer que dans la croyance. L'infini n'est accessible que dans la foi religieuse, ce qui est un problème d'une autre nature, puisque sa solution relève d'une option fondamentale qui diffère de celle de Hegel. En effet, si la démarche philosophique et le sentiment religieux ont le même objet, à savoir l'absolu, le statut de ce dernier et les méthodes pour l'atteindre sont distincts. En philosophie, il est le terme inaccessible d'une visée objective, alors qu'il est dans le sentiment religieux une présence subjective, l'absolu étant transcendant. Il ne peut être atteint par la connaissance objective, mais il est également transcendantal, puisqu'il faut le supposer comme union de la nature et de l'esprit, à titre de condition de possibilité de toute connaissance. Schleiermacher reste donc ce que Hegel, dans la Differenzkraft, avait appelé un philosophe de la réflexion, fixé dans l'opposition. L'individuel sera l'irrationnel indépassable, présent à tous les degrés de l'individualité. La différence toujours habitera l'identité, puisque la raison est toujours plongée dans la finitude. Schleiermacher le formule clairement dans l'éthique et dans la dialectique. Cette finitude de la raison est le noyau de sa philosophie, et c'est elle qui met en lumière les caractéristiques du langage et fonde sa portée paradigmatique. Ainsi en est-il du schématisme qui est au fondement de la théorie schleiermacherienne de l'unité de la raison, en ce qu'il fonde l'identité des processus intellectuels dans les divers individus. Il n'y a qu'une raison, parce que les individus schématisent, c'est-à-dire aux yeux de Schleiermacher rapportent l'image au concept. De la même façon, pourtant l'identité absolue du schématisme dans le savoir n'existe que comme exigence d'individus singuliers, mais on ne peut rien trouver qui lui corresponde exactement. Comme en témoigne la diversité des langues. Comment dire plus clairement le caractère simplement régulateur de l'identité, qu'elle soit celle de la raison seule ou celle de la raison et de la nature? L'identité absolue est une prétention, une exigence et par suite pour l'homme une tâche qui ouvre la dimension de l'histoire. Toutes les activités intellectuelles sont pensées par Schleiermacher en termes d'approximation, de Aufgabe, tâche, dont l'esprit est un devoir. L'identité est l'horizon, l'orient de la pensée. La théorie de la conscience de soi trouve ses racines dans cette visée. C'est là en effet que s'ancre le sentiment et la conscience immédiate de soi. Le sujet fini se sent toujours dépendant d'une totalité, qui n'est pas les objets, qui le dépasse et le comprend. On retrouve ainsi précisément le problème dont nous avions affirmé qu'il était pour Schleiermacher l'origine d'une première distanciation critique de Kant. Comment peut-on en effet récuser le devoir-être, source de dualisme, tout en maintenant par ailleurs la transcendance d'un absolu que l'on se doit de réaliser? Car cet absolu comme idée régulatrice engendre justement un devoir-être et appelle une lecture privilégiée de la rationalité historique, selon laquelle le devenir de la nature est la réalisation de l'esprit. C'est là une téléologie où l'esprit est le télos, téléologie qui permet d'assigner leur place à l'herméneutique et à la dialectique. Si le projet de Schleiermacher et de Hegel se ressemble donc, il diffère fondamentalement, ce qui permet de rapprocher Schleiermacher de Kant, dans la reprise non du détail, mais dans l'option d'orientation première. Raison et tendance à la communauté. La définition de l'éthique tient chez Schleiermacher à sa finalité, dépasser l'opposition entre nature et raison, les unir dans une compénétration effective. Toujours l'éthique sera la description de ce processus avancé de la raison dans le réel sensible, selon l'optique de la raison. Ce projet, cette tâche restera inflexible dans les réélaborations de l'éthique. C'est toujours l'identité de la raison et de la nature qui est visée en 1812 et 13, le processus éthique étant le Einswerden, ou l'impératif de l'unification ou uniformation. Même si l'achèvement de l'éthique n'est pas garanti pour autant, une direction est tracée, une orientation donnée et un progrès attendu. Le perfectionnement comme suppression de l'irrationalité entre la nature et la raison. Deux tâches s'imposent alors. Premièrement, dégager la structure même de la raison. Deuxièmement, s'interroger sur les modalités de son inscription dans la nature. Comment la raison peut-elle agir sur la nature et comment forme-t-elle ses propres organes? Il convient donc de rappeler ici le cadre général de la théorie de la connaissance de Schleiermacher. Cette dernière doit beaucoup à Kant. Ce qui ne nous est accessible que par une façon de le connaître. Ce qui est n'est donc que pour la raison et est constitué par cette dernière.
une théorie de la connaissance se révèle être le préalable inévitable de toute éthique, puisqu'elle seule est en mesure de rendre compte de la part du savoir et de l'être, dans leur hypothétique correspondance, ainsi que de l'effet possible de l'un sur l'autre. D'après Schleiermacher, la possibilité de l'unité de la raison et de la nature a été, du moins dans la période de Halle, établie par la philosophie de l'identité de Schelling. Cette identité absolue de la nature et de l'esprit débouche sur l'identité de la nature et de l'esprit en l'homme. Sa possibilité est dans l'harmonie entre la nature humaine et la nature générale dégagée par la philosophie de la nature. On trouve en l'homme l'unité de la raison et de la nature. La vie et l'âme sont, d'après Schleiermacher, à l'image de l'unité de la nature et de la raison dans la totalité. Mais cette identité possible n'est pas pour autant pleinement effective. La raison dans l'histoire, la raison soumise aux limites constitutives de la phénoménalité, n'est pas entièrement consciente de son identité. Pour y remédier, deux voies sont offertes. Dans la première, la nature n'est pas encore pénétrée de raison, mais peut le devenir, et on retrouve une forme d'anticipation du projet d'effectuation de la raison des jeunes hegéliens. Dans la seconde, la nature se pénètre progressivement de raison, mais ne peut jamais, dans le monde, parvenir à l'unité. Cette dernière forme de l'identité n'est donc toujours qu'une possibilité et jamais une réalité. La tâche d'unification alors devient infinie. Les textes mêmes de Schleiermacher penchent vers la seconde des solutions. Certes, si nous pensons l'opposition entre la raison et la nature comme entièrement supprimée, alors chacune des deux doit être parfaitement pénétrée par l'autre, et elles doivent être devenues la même chose. Mais il y a à cette interprétation achevée une double impossibilité principielle relative aux activités mêmes de la raison. 1. La Terre n'est jamais complètement organisable, c'est-à-dire entièrement conformable à la raison, et il faut donc penser l'action de la raison comme se poursuivant toujours. 2. Inversement, on ne peut jamais accéder à l'individualité qui est la nature, ni à l'intériorité de l'homme, qui jamais ne peut être entièrement comprise. La tâche de l'éthique est donc infinie. L'éthique prend ainsi la mesure de l'inexistence d'un savoir objectif absolu et devient l'inévitable prolongement de la dialectique. À l'échelle terrestre, le savoir absolu est toujours relativisé comme savoir individuel, même s'il peut être rapporté non pas à l'homme comme individualité plus étroite, mais à l'individualité la plus large, l'individualité de l'esprit terrestre. Le savoir absolu est toujours individuel, parce qu'il est terrestre, parce qu'il est l'identité de l'universel et de particulier. Schleiermacher insiste donc sur la finitude de la raison, sur sa finitisation comme individualité. L'absolu, tel qu'il est présenté dans la dialectique, est transcendantal et joue un rôle régulateur et non pas constitutif. Ceux qui distinguent, écartent ou éloignent Schleiermacher, non seulement comme nous l'avons vu de Hegel, mais encore de Schelling. On lit dans le brouillon sur l'éthique cette proposition, souvent citée, les formules habituelles de la philosophie transcendantale qui veulent poser un savoir universel, objectif, abstraction faite de toute individualité, mais qui de ce fait ne peuvent accéder qu'à une forme sans contenu et indéterminée, ainsi que la théorie générale du langage, en diverge complètement. Plus explicite encore est la transcription par Boeck. Une communauté des individualités entièrement fausse est celle où on dispose d'un simple universel, d'un simple concept, ce qui n'est rien d'autre pour la langue que la théorie générale du langage, et pour la science, la philosophie transcendantale ou la logique transcendantale de Kant, où seul l'universel est tenu pour valable, et le particulier en revanche est déclaré contingent. Ce faisant, on ne prend pas en considération qu'un être réel et organique est toujours une identité de l'universel et du particulier. La dialectique ne saurait se passer de l'éthique.